Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire la première vidéo d'introduction d'une série sur laquelle nous allons tester 4 distributions différentes. Donc là en l'occurrence comme vous pouvez le voir ici sur ce splendide document Word 2010, donc en l'occurrence oui j'utilise Wine pour le faire fonctionner, donc ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs soit dit en passant, mais le sujet n'est pas Microsoft Office sur Linux, même si c'est très très intéressant aussi. Là, non, j'aimerais vous parler de l'installation de 4 distributions Linux en machine virtuelle pour les débutants et de voir du coup ce que chacune d'entre elles donne. Donc c'est un petit comparatif voilà, à la va-vite qui a très très clairement pour but de voir quel genre de d'ISO peut être adapté ou pas à un débutant, qu'est-ce que je peux recommander ou pas. Donc j'ai pris un petit peu ce que j'ai entendu à droite à gauche qui était bien fonctionnel. Donc là on a du Zorin OS, du Linux Mint DE3, donc Debian Edition 3, Q4OS Trinity et Manjaro Budgie qui est plus ou moins mon choix personnel, mais une XFCE, une Mate, une OpenBox, quelque chose comme ça aurait très très bien fait l'affaire aussi. Voilà, donc ça, le problème ne vient pas de là. Voilà, disons que j'ai choisi Budgie, c'était plus dans mon envie personnelle de tester l'environnement de bureau qu'autre chose. J'étais un petit peu curieux de voir ce que ça donnait, j'en ai profité pour le faire. Donc, parlons de l'expérience de préinstallation, donc du coup de avant installation, à contrario de après installation de ces quatre distributions. Donc pour Zorin OS, la première que j'ai essayée dans les 4 cas, j'ai remarqué de suite, j'ai senti une Ubuntu 18.04. Le début de l'installation était quand même assez moche. Voilà, un installateur Ubiquiti dans un environnement de bureau qui ressemble vaguement à du GNOME, c'était pas terrible. Voilà, si on choisit d'installer Zorin directement, on est limité à l'installateur et on ne peut pas repartir sur le live CD. D'ailleurs, c'est un peu con, il nous propose au début de faire le choix entre les deux, mais pourquoi ne pas tout simplement faire comme fait Linux Mint ou comme fait Manjaro, de proposer un icône sur le bureau, ça boot en live et puis installé, puis après on a un installeur. Sachant que Linux Mint utilise également Ubiquiti si je ne m'abuse. Voilà, environnement d'installation plus responsif ressemblant étonnamment à GNOME, bah, c'est même plus que ressemblant, c'est du GNOME Shell qui a été légèrement modifié pour avoir un thème un petit peu plus sympathique. Moi perso, je suis pas contre ce qu'ils ont fait, je trouve que ça a du sens. Voilà, donc installation la plus longue des 4 car les ISO sont loin d'être à jour de base et par défaut ça fait les mises à jour lorsque vous installez, donc c'est-à-dire que du coup l'installation peut prendre un long moment. Et le message indiquant le redémarrage à la fin de l'installation est en anglais, alors que j'ai sélectionné le français, pour ça c'est un petit peu chipoté, mais bon, voilà. Et en expérience de post-installation, donc du coup ça redémarre deux fois, parce qu'il y a une première fois c'est des mises à jour, et une autre deuxième fois pour appliquer toutes ces mises à jour. Voilà, donc le chargeur de démarrage n'apparaît pas, on n'a pas de voilà, on n'a pas d'indicateur pour nous dire à qui ça appartient, on a un beau splash screen Zorin OS, comme je vais pouvoir vous le montrer ici. Voilà, donc voici à quoi ressemble Zorin OS. Voilà, donc on se connecte dans le plus grand des calmes. Et donc du coup, on peut déjà remarquer que ça met voilà, un certain temps à s'allumer, sachant que les 4 VM sont plus ou moins paramétrés de la même manière. Là, on peut voir ici à quoi ça ressemble. Ah, donc si on va sur Settings, on va... Alors, est-ce que si j'agrandis... Magnifique. Voilà, je vais pouvoir quand même profiter un petit peu d'un truc un peu sympa. Voilà, donc vous pouvez quand même voir que c'est plus ou moins un reskin de Gnome. Voilà, donc là, on a la langue qui est encore une fois pas bonne, alors que, voilà. Voilà, souvent, j'ai ce problème-là avec cette distribution. J'ai plusieurs fois eu besoin après les mises à jour, de remettre la bonne langue qui repart en anglais version États-Unis à chaque fois. Oui, oui, ça c'est très très intéressant, quelque chose que Ubuntu ne propose pas encore une fois enfin sur Windows c'est un petit peu le même problème de renommer les bibliothèques par rapport à votre langue. Donc là vous avez
toutes les applications qui sont préinstallées. Donc allons voir notamment un petit truc souvent qui me fait que je vérifie la version de LibreOffice. Parce que vous allez voir, quand on va en parler un petit peu plus tard, on va avoir quelques petites bizarreries. Donc d'ailleurs, il a été configuré de sorte à ce qu'on ait le bandeau façon, à façon Office 2007 et plus. Moi, j'aime bien. Après, est-ce que les gens vont tous aimer? Je pense pas. Il y en a plein, notamment. Je pensais l'autre fois à certaines personnes qui en parlaient, qui me disaient que très très clairement, ils préféraient l'ancienne interface à la Office 2003 et autres. Voilà, donc là on a LibreOffice version 6.25. Je clique sur le menu démarrer. On a Firefox aussi qui est proposé bien évidemment. Et on a TTV, Brasero, Rhythmbox Vidéo qui sont proposés par défaut. Alors pourquoi pas plutôt VLC, je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens commencent à de moins en moins aimer VLC sur ce genre de truc là. Après sinon voilà, qu'est-ce que l'on a? Application démarrage, l'application disque de GNOME, gestionnaire de mise à jour, c'est celui d'Ubuntu. D'ailleurs, magnifique, il s'est ouvert alors que je lui ai rien demandé. Voilà, donc encore des mises à jour, super, super, super. Voilà, donc il est passé, voilà, donc comme j'ai marqué ici post-install, voilà, il est passé voilà, donc j'ai parlé aussi du lock screen qui était très très propre, en effet, comme on a pu le voir vraiment. Il n'y a aucune fenêtre de post-install, on est lâché sur une Ubuntu avec un thème GNOME. Ça installe automatiquement les drivers ainsi que les traductions lors des mises à jour et on part sur les dépôts. Alors de base, j'ai eu les dépôts d'une Ubuntu 18.04 LTS SP1 et après on a eu le SP2 19.04 et je pense qu'on aura un jour le SP3 19.10. Mais là en l'occurrence, il installe des trucs de kernel 5, donc des modules de kernel 5, donc c'est encore du 19.04, ce que j'ai tendance à appeler du 18.04 SP2. Voilà. Donc c'est marqué ici Zorin OS, mais bon, c'est très très clairement du Ubuntu, un peu maquillé, un petit peu. Mais c'est pas un mauvais maquillage. C'est pas un aussi mauvais maquillage que la Linux Mint classique sur Ubuntu. Voilà. J'ai quand même tendance à être assez satisfait de ça. On va pas s'évertuer très 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 longtemps parce que ça sert à rien en fait. En fait, il n'y a pas vraiment de grande spécificité qui fait de cette distribution un truc. Voilà, il n'y a pas de. Il y a quelques petits trucs, mais franchement, voilà, à part le Zorin Apparence, est un truc qui, comment ça s'appelle, existe déjà, encore une fois, c'est un skin. Donc voilà, on peut avoir les icônes sur le bureau, donc ça c'est une très 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 bonne chose. Voilà, donc ça c'est un bon petit, voilà, couleur d'arrière-plan, ça peut être assez cool aussi. Voilà, un thème d'arc de seigneur. Et quand je dis de seigneur, voilà. Donc, si je, voilà, thème du shell, Zorin 95, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Spawn, Zorin 95 et application Zorin 95. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ok. Une interface assez. Alors là, visiblement, j'arrive plus à sélectionner grand chose. Voilà, ah, bon, c'est normal, c'est parce qu'il nous propose des services de localisation, bien sûr. On peut même avoir un cycle jour-nuit, c'est assez sympa. Voilà, moi perso, je trouve qu'un petit thème d'arc comme ça fait propre. Voilà, c'est pas de fioritures. Alors, bon, après Gnome sous lourd pareil, c'est fait pour des écrans qui ont une résolution assez élevée, parce que là, par exemple, sur ce Gnome ici qu'on a en bas, avec ma Fedora, je suis obligé un petit peu d'user de subterfuge, de réduire la taille des barres, et puis tout ça pour que ça fasse à peu près propre. Et sinon, c'est loin d'être parfait. Voilà. Et bon, ceci étant dit, on va le laisser faire ses petites mises à jour tranquilles dans son coin. Voilà, il s'amuse. Voilà, donc, on nous parle bien d'une Ubuntu 18.04 SP1 pour ces trucs-là, mais on a aussi un petit peu, voilà, on a aussi un petit peu, voilà, le 18.04 SP3 ici. Voilà, bon, laissons ça de côté. Concentrons-nous maintenant sur la Linux Mint DE3, donc qui s'installe, on va dire, correctement, donc chargeur démarrage sur les autres qualités, pas de fioritures, live CD des plus basiques. Comme je les aime, je suis assez satisfait de cette histoire-là. Donc on nous propose d'installer Grub ou de pas l'installer, je trouve ça con, parce que de toute façon on aura besoin de lui. Sachant que bon, le débutant, il en aura besoin, parce que généralement, s'il va faire une installation, c'est soit sur une machine vierge, soit sur une machine sur laquelle il y avait déjà Windows, et le
système enfin, le chargeur de démarrage de Windows nécessite une petite config pour être utilisable par Linux. Voilà, donc certains installateurs le détectent, donc Ubiquiti c'est le cas, quand il y a un Windows d'installer, il va vous dire est-ce que vous voulez ajouter une entrée sur le chargeur de démarrage de Windows, et il le fait sans problème. Alors après, donc là du coup nous allons également parler du partitionnement qui est affiché à l'utilisateur. C'est une bonne chose, car en plus non seulement c'est fait automatiquement, mais en plus on a quand même un petit résumé. Donc si jamais il y a plusieurs disques durs, ou si jamais il y a des données à garder sur une partition, quelque chose comme ça, on peut clairement vérifier qu'il n'y ait pas il n'y ait pas de problème. Donc nous allons maintenant nous concentrer sur la VM. Donc là, donc Linux Mint, nous l'avons ici. Voilà, donc c'est à peu près le même délire. Là. Alors là ici, il ne m'a pas installé les drivers de VirtualBox, donc du coup tout ce qui est redimensionnement de fenêtres et comment s'appelle intégration de manière, on va dire entre guillemets un petit peu seamless, voilà, intégration de la souris comme il l'appelle. Bon, là c'est surtout voilà, on arrive à passer de l'environnement hôte à l'environnement invité sans problème. Là c'est pas le cas. Alors que sur la euh, Zorin OS, vous avez pu voir que ça se faisait d'un coup. Ah, donc on a même une petite Bootshime, ce qui est assez sympa. Voilà, donc premier pas, on nous propose notamment le thème traditionnel, le thème moderne, gestionnaire de mise à jour, instantané système, paramètres du système, gestionnaire de logiciel et le pare-feu. Voilà, le pare-feu c'est GUFW et le système d'instantané système c'est TimeShift. Gestionnaire de mise à jour c'est propriétaire à Linux Mint. De ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas vu vraiment qui que ce soit d'autre s'en servir. Agencement du bureau, on a traditionnel, donc façon Cinnamon de l'époque, et là ici on a moderne, avec Mint Y et le Cinnamon de façon moderne. Moi perso je trouve que le Cinnamon de façon moderne il va bien. Voilà, c'est pareil, ça dépend des gens. Donc parlons de ce qui fâche. Voilà, le thème de Grub choisi, donc vous l'avez pas vu parce que j'ai prédémarré les 4 machines virtuelles, mais je trouve que c'est assez moche. Je trouve que, enfin, très très clairement, ça ne donne aucunement envie. C'est très très clairement pas un truc sympa qui me fasse confiance. Je suis pas, non seulement ça fait peur, en plus c'est moche, et en plus ça induit en erreur. Je trouve que sur la Debian Edition, ils ont pas fait du tout bon boulot. Sur la Ubuntu Edition, ça pose pas de problème, mais sur la Debian Edition, c'est mal foutu. Alors, Mint Welcome, voilà, outil de senior pour faire balbutier les gens sur Linux, exactement. Donc du coup, les gens, leur premier balbutiement, et bon, c'est assez clair. Voilà, voilà, les paramètres du système de Cinnamon, comme je les avais montrés dans ma vidéo sur Linux Mint. Sauf que là, on a un jeu d'icônes qui est un petit peu plus joli, je trouve. Je trouve que c'est vraiment plus sympa. Voilà, donc on nous propose plusieurs effets ici. Après, qu'est-ce qu'on nous propose ici d'autre? Voilà, donc on a général. Donc si jamais vous avez un écran 4K, vous pouvez très clairement appuyer ici sur IDPI. Alors je le ferai pas pour une raison bien évidente. Et voilà, il y a quelques petits trucs qu'on peut faire, les extensions. Alors on peut télécharger des extensions pour Cinnamon, alors il n'y en a que très très peu. Là j'ai toujours... Voilà, là on a fait le tour de toutes les extensions de Cinnamon. Après il y a les jeux d'icônes, il y a ce genre de choses-là qui sont cachées autre part. Dans l'affichage on peut bien évidemment retrouver quelque chose d'assez familier. Bluetooth j'en ai pas, c'est pas la peine que je vous montre. Gestion d'alimentation, aucune fioriture, à part le support de l'Hybrid Sleep qui est assez intéressant d'avoir un petit bouton. C'est pas le cas de toutes les distributions. Là, information système, voilà, tel que Cinnamon te le montre. Et on peut tout à fait voir qu'on est sur un kernel 4.9. C'est un défaut dont je n'ai pas parlé sur mon petit document Word pour la simple et bonne raison que ça n'est pas un défaut pour grand monde, c'est uniquement un défaut pour les gens qui ont du matériel récent. Si vous avez du matériel on va dire, de, antérieur à 2016. Voilà, donc tout ce qui est antérieur à de la AMD Ryzen, ça ne posera aucun problème. Sachant que vous pouvez très bien, si jamais vous avez envie un petit peu de bidouiller, de rajouter un
quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Vous pouvez notamment profiter d'un noyau amélioré avec un Xen mode ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, si jamais vous avez et vous voulez savoir comment faire, vous pouvez très bien trouver sur internet, vous tapez Xanmod, Xanmod, et vous trouverez. Bon, sinon après on a à peu près tout vu, voilà, gestionnaire de mise à jour. Voilà, donc là ici, là, donc, voilà, il m'a redemandé ça 2 fois. Voilà, donc après on peut choisir les dépôts de la mine, donc ça c'est quelque chose qu'on nous demande de faire aussi. Voilà, on nous demande, on nous propose immédiatement de mettre à jour et depuis de manière élégante, de choisir son dépôt local, on peut changer de noyau facilement. Donc ça encore une fois c'est très sympa. Voilà, et puis donc là on a les dépôts de la Buster qui viennent se rajouter aussi au fil du temps. Et je crois qu'il va y avoir une procédure de migration lorsque la Linux Mint Cinnamon DE4 sortira. Du coup les gens pourront migrer sans aucun problème dans le futur. Et là, tout de suite maintenant, ça n'est pas possible. Voilà, donc sachez-le, si vous allez dans mise à jour, si vous tapez ici mise à jour, donc avec un gestionnaire de mise à jour que je vais vous montrer. Voilà, donc d'ailleurs à ce sujet aussi, le choix de Firefox ESR, c'est un choix délibéré de l'équipe de Debian et non pas de Linux Mint en eux-mêmes. Voilà, c'est pas eux qui ont eu cette idée-là. Ainsi que pour LibreOffice version 5.2 de base, qui est aussi un petit peu obsolète. On aurait bien aimé voir au moins la dernière version 5 ou voir une 6.2 un petit peu plus récente, un peu plus sympathique pour nous utilisateurs. Ouais, donc là après il vous explique clairement comment ça marche. C'est pas compliqué. Si vous allez dans les différents menus, vous verrez très clairement comment ça marche. Voilà, donc vous pouvez même automatiser les mises à jour si si vous en avez envie. Donc parlons aussi que le support des Flatpak est par défaut, donc ça je peux vous montrer ça aussi. Voilà, je vous l'avais montré également dans la vidéo sur Linux Mint, mais je peux vous le remontrer là si vous le souhaitez. Voilà, donc ici vous avez un petit bouton Flatpak et vous pouvez très bien notamment installer Telegram, Discord, GIMP, sachant qu'une version est déjà disponible sur les dépôts de Debian, LibreOffice. Donc là en l'occurrence j'ai installé la version 6.3.2. Ce qui sera quand même vachement plus récent, pareil pour d'autres petites applications comme VLC, et puis quelques autres petits trucs comme ça. Là on a Krita, là on a Slack, Audacity, Blender, et j'en passe. Il y a vraiment une grosse quantité d'applications qu'on peut installer de cette manière-là, qui seront tout le temps à jour, contrairement à ce que vous avez de l'autre côté qui optimise plus pour des versions stables. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Voilà. Celle-ci, nous allons pouvoir l'éteindre. Et puis nous allons pouvoir maintenant nous concentrer sur Q4OS, qui est quelque chose qui m'intéresse. Donc nous allons quand même conclure par le doublon Rhythmbox VLC qui est installé par défaut. Je trouve ça un petit peu con. Donc Q4OS, menu de boot de l'ISO très moche, démarrage assez dégueu, breton tout en haut de la liste de langues alors qu'elle est rangée alphabétiquement. L'ISO démarre en 800 par 600, il est impossible d'atteindre certaines icônes de l'installateur, notamment le bouton installé, et le tout fait un petit peu industriel, hormis le calamaris. Donc ça, voilà. Même le lock screen fait un petit peu moche. Mais ça, c'est Trinity qui veut ça, c'est KDE3, donc un fork de voilà, donc un fork de KDE3. Voilà, donc on peut voir aussi un petit peu de l'inspiration de l'icône ici. Voilà, et ça, c'est inhérent à leur façon de faire. Donc ça, on a un petit écran d'accueil ici, puis après on a tous les différents programmes qui sont. Voilà, donc après ce Bootchime, on a toutes les différentes applications qui sont rangées ici, donc Google Chrome, ce qui est assez rare sur du Debian, car cette distribution est basée sur Debian. Voilà. Donc si nous allons voir un petit peu ce dont j'ai parlé ici, voilà,
L'expérience post-install de type industriel est assez longue. Voilà, une fenêtre s'ouvre pour ouvrir pour régler le scaling d'abord, ce qui est assez intéressant si vous avez un petit écran. Un grand écran plutôt, mais si vous avez un petit écran, le problème c'est que vous ne pouvez pas trop vous amuser à régler la résolution dans cette fenêtre apparente là, il faudra attendre d'arriver sur le bureau. Alors ce qui n'est pas très grave vu que vous n'avez rien à sélectionner pendant tout ce temps-là, mais après le redémarrage, vous pouvez tout faire sans aucun problème. Et ce qui est assez intéressant dans l'histoire, c'est que vous pouvez très bien euh, vous balader dans l'OS. L'interface est, je trouve, quand même assez jolie, assez bien finie. Voilà, donc là on a du Conqueror, donc, et du Trinity Desktop Environment, qui est un fork voilà, de KDE 3.5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez soutenir, si vous voulez rejoindre l'équipe, et si vous voulez rapporter des bugs, voilà, donc bug.trinitydesktop.org. Voilà, donc là on nous parle des composants de TDE, donc le gestionnaire de session qu'on peut configurer. Voilà, moi je le trouve assez joli. Je trouve que bon, le gestionnaire de session est pas trop mal. On a performance de TDE ici qui nous permet de réduire l'utilisation de la mémoire, ça peut être assez intéressant. Si jamais vous avez envie de réduire un petit peu l'empreinte de votre distribution. Donc là ici vous avez accès aux ressources de TDE. Donc en ce qui concerne notamment les contacts, l'intégration est quand même assez propre. Enfin, il n'y a pas grand chose à se plaindre. Voilà, ça ressemble beaucoup à du Windows niveau interface en haut. Voilà, on a des menus assez sympas. Donc on a également voilà donc Conqueror en tant que navigateur web. Personnellement, je ne suis pas trop fan de ce truc-là. Je trouve que c'est pas terrible. Mais encore une fois, il y a pire. Franchement, ici. Voilà, donc c'est pas terrible, mais bon, ça fait quand même la blague. On va pas trop se plaindre. C'est quand même. Voilà, donc si je tape, non, bah, coup, ne supporte pas l'autocomplétion, donc on va aller notamment sur google.fr. Et voilà, donc on a une. Là, ça fait très clairement penser à Internet Explorer 6. Donc si je tape web browser, alors est-ce qu'on va. Est-ce qu'ils vont nous parler. Alors, ils nous disent que l'on utilise, voilà, donc Conqueror. Bon, l'adresse IP, on s'en fout. L'appareil, de toute façon, elle est publique. Alors, donc du coup, voilà, user agent complet Mozilla version 5. Voilà, donc c'est reconnu comme étant quelque chose quand même d'assez obsolète. Et TDE HTML 14.0.6. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est compatible avec les standards de Firefox 14? Je n'en ai aucune idée. Firefox 14 n'était pas sorti en 2014, je crois. De toute façon. Sinon, après, en ce qui concerne la régionalisation et l'accessibilité, voilà, pays et langue. Vous avez le français par défaut qui est système-wide, c'est-à-dire que vous n'avez rien à modifier à ce niveau-là. Mais comme sur d'autres distributions, vous pouvez très bien adapter votre format de date, votre format d'heure par rapport à votre distribution. Voilà, donc format de papier, système de lecture, et il n'y a aucune restriction. Voilà, c'est vraiment. Vous pouvez même créer quelques petits raccourcis clavier et modifier ceux qui existent déjà. Voilà. Et puis vous avez plusieurs modèles, donc vous avez le mode par défaut, le mode façon KDE, le thème Windows sans la touche Win, thème Windows avec la touche Win, thème Unix et thème Mac. Sachant que sur le thème Unix, les raccourcis clavier sont évidemment assez utiles. Vous pouvez également faire joujou avec les raccourcis par programme, donc c'est à dire que par exemple si je fais un raccourci, alors est-ce que je vais réussir à faire quelque chose ici? Non. Non, je n'arriverai pas, visiblement. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est tout simplement parce que je suis en VM, ça a l'air de un petit peu glitcher avec le. Voilà. Voilà, donc ça m'étonne pas, ça glitch avec le. Bon, tant pis. Donc bon. Parce que voilà, j'appuie sur la touche contrôle et vu que la touche contrôle est également mappée pour les pour la sortie de la VM, voilà, donc là on va en profiter pour voir à quoi ressemble le helper pour les mises à jour. Donc là en l'occurrence ça s'affiche en bas tout comme sur Windows, encore une fois c'est assez sympa.
Donc là, voilà, il nous télécharge les différentes mises à jour. À part ça, on a tout vu. Donc il nous propose également voilà, d'installer quelques petites applications à droite à gauche, et également des codecs propriétaires, dont certains peuvent être réellement utiles. Concentrons-nous maintenant sur la Manjaro Budgie. Voilà. Donc elle supporte bien évidemment le redimensionnement en cas de besoin. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, la session va probablement démarrer en peu de temps. Ça devrait se faire sans aucun souci. Ça arrive. Heureusement que les machines étaient déjà pré-démarrées. Ça a quand même permis de gagner un petit peu de temps. Et, voilà, donc vous avez pu voir également le lock screen qui ressemble beaucoup aux autres en fait. Sur Manjaro, tous ressemblent un petit peu d'une distribution à l'autre. Il n'y a pas de grande différence. J'ai l'impression que tout ressemble un petit peu à du comment ça s'appelle? Un petit peu l'impression quand même que tout ressemble plus ou moins à du Qt. C'est vrai que c'est quand même assez sympa. Voilà, donc là encore une fois, on a le petit bouclier ici pour les mises à jour. Donc si on fait clic droit, voilà, gestionnaire de paquets qui devrait s'ouvrir. Voilà, on indique ici le port du disque virtuel. Voilà. Zorin OS ici est toujours en train de faire ses petites mises à jour dans son coin. Voilà. Qui laissons-le s'amuser. Au pire des cas, nous allons peut-être le mettre en pause. Ça nous permettra de gagner un petit peu de ressources de ce côté-là. Voilà. Donc là, ici, on a toutes les applications qui peuvent s'installer. Voilà, donc on a quand même encore une fois une liste assez importante. Donc pas de Flatpak par défaut, pas de Snap par défaut, mais il y a quand même une liste assez conséquente qui est supérieure à celle d'Arch Linux pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Voilà, pour ceux qui savent à quoi correspond la liste de à quoi correspond la liste de paquets d'Arch Linux qui est souvent un petit peu plus faible si on ne prend pas en compte AUR. Voilà, on peut voir qu'il y a quand même certains trucs en plus. Donc je n'ai pas d'exemple euh, ici vraiment, mais si je ne m'abuse, je, je crois notamment. Est-ce que je vais réussir à en trouver un qui n'est pas voilà, de base? Ça m'arrangerait, comme ça je pourrais étayer mes propos, mais je crois que visiblement il n'y a rien de. Voilà, j'ai rien trouvé là, actuellement. Mais en gros, considérer Manjaro comme une arch Linux stable qui, est, qui a été stabilisée, certains paquets ont été pris, donc en tout ce qui concerne les paquets des environnements de bureau, là on peut voir qu'on a encore du 19.0.8 pour les KDE et ce genre de choses là. On a d'autres choses. Pas l'impression. Voilà. Bon. En tout cas, tout ça pour vous dire que là, ici, vous avez les mises à jour qui peuvent se faire. Et ici, juste à côté, vous avez les paquets linguistiques que vous pouvez très très bien rajouter sans aucun problème. Rien ne vous empêche d'installer toute une liste de paquets linguistiques ici. Donc, et alors c'est dommage parce que toutes ces applications-là ne sont pas en français de base. L'OS étant en français, tout ce qui est menu et puis ce genre de truc là sera en français. Et là, vous avez besoin quand même de certains paquets linguistiques, donc notamment pour la version de Firefox qui est préinstallée par défaut. Parlons un petit peu de la procédure d'installation. L'installateur d'abord en anglais, option installée qui n'est pas si visible que ça, à part sur la fenêtre Manjaro Hello. Ces procédures très claires, rien d'insurmontable, pas d'ambiguïté. C'est vrai qu'il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est encore plus facile que ce qu'on a sur Linux Mint ou sur Zorin OS. Il y a encore moins de. Voilà. Par exemple, on nous propose ici d'activer ou pas le fichier d'hibernation. On nous propose également d'activer ou pas le swap. Voilà ce qui peut être intéressant. Donc on a deux suites bureautiques au choix, SoftMaker et LibreOffice. Alors là, j'en ai installé aucune des deux car libre à vous de faire votre choix. Moi, je resterai plus. Personnellement, je n'en choisirai aucune car on a LibreOffice stable d'un côté ou SoftMaker FreeOffice de l'autre. SoftMaker FreeOffice, je ne suis pas un grand fan.
certaines personnes aiment bien, mais moi perso c'est pas trop mon truc. Par contre, la LibreOffice qui est installée par défaut est une version stable et non pas une version évolution qui est la version mainline qui est, on va dire, utilisée en gros c'est plus ou moins une bêta mais ça reste stable quoi. On a les dernières fonctionnalités avant tout le monde, mais pas les derniers bugs avant tout le monde, bien évidemment. Donc, sinon après post-installation, parlons du menu qui est bien rangé, menu de démarrer bien rangé. Environnement GNOME, oui, car on a plutôt l'impression de voir du XFCE. Mais si je vous mets par exemple les paramètres, là, malgré l'icône qu'on avait ici, voilà, donc gestionnaire de monde. Donc ça ressemble encore une fois beaucoup à du GNOME, tout simplement parce que c'est du GNOME et il se trahit ici GNOME 3.34.1. Voilà. Donc c'est encore une fois. Et on a bien évidemment un Firefox qui est à jour ici, Firefox 70, est assez sympathique. Ce qui est tout aussi intéressant de se rendre compte que Manjaro, des 4 distributions qu'on a testées jusqu'à présent, c'est celle qui est la plus à jour. Et elle mise là-dessus. Et après, il y a d'autres petits à côté, il y a d'autres petits problèmes. Voilà. Donc les applications ne sont pas en français de base, mais on vous invite très vite à corriger. Manjaro est très flexible ici, y compris. Voilà. Donc maintenant, on arrive sur une conclusion. Qu'est-ce que je pense de ces 4 distributions? Donc, nous allons arrêter celle-ci, car elle n'a plus aucun intérêt voilà, d'être ouverte. Alors qu'est-ce que je pense de ces 4 distributions? Alors je pense de ZorinOS que c'est une distribution qui est moyennement intéressante. Disons que c'est mieux que du Ubuntu Vanilla, mais ça ne justifie pas l'intérêt d'avoir une distribution à part entière pour si peu. Concernant Linux Mint Debian Edition 3, c'est plus ou moins une Debian Cinnamon de qualité, donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne Q4OS Trinity, c'est pareil, c'est une distribution légère basée sur du Debian stable qui est assez intéressante. Donc on a notamment beaucoup d'expériences post-install très sympathiques et on a toujours moyen de se retrouver face à une Debian si on a envie avec un synaptique d'installer des paquets comme on veut et puis enfin on n'a pas vraiment de limite à la personnalisation et pour toutes les machines un petit peu anciennes avec des chipsets un peu intégrés qui ne supporteraient pas notamment un GNOME ou ou un KDE, on peut toujours se- comment ça s'appelle repartir là-dessus, j'ai pas tout à fait trouvé mon mot. Concern, con- voilà, donc concernant Forest Trinity, comme je le disais, je trouve que c'est une distribution qui est tout à fait sa place. Linux Mint aussi, Manjaro aussi. Alors bon, là en l'occurrence, je vous ai montré la version Budgie, mais je vous recommanderais plus de partir sur une version XFCE, à la rigueur Maté ou à la rigueur KDE. Voilà, essayez plutôt de prendre les 3 versions officielles, Manjaro GNOME, Manjaro XFCE et Manjaro KDE. Les autres versions sont des versions qui sont tout à fait installables aussi. Donc là, on a vu de la Budgie qui est une ISO communautaire. On peut très bien l'installer, mais euh, l'intérêt est moindre parce que voilà, il y a moins de vérification, voilà, il y a moins de support. Et concernant voilà ce que je recommanderais de faire après l'installation d'une ZorinOS, bah, de trouver quelque chose d'un peu mieux. Ce que je recommanderais de faire après l'installation de Linux Mint DE3, soit de passer certaines choses en Flatpak, ou soit d'utiliser d'autres alternatives, bien évidemment de désinstaller Rhythmbox qui ne sert pas à grand chose quand on avait VLC Media Player installé à côté, ou alors d'installer un truc qui fasse plus ou moins tout, peut-être MPV qui supporte également quasiment tous les formats, et du coup voilà, de n'avoir qu'un seul logiciel ce, pour cet objectif-là. Mais après, ce qui concerne l'expérience Linux Mint, on est quand même plutôt chanceux. Ce que je vous recommande de faire après l'installation d'une Q4OS Trinity, bah, si vous avez utilisé Trinity, bah, je pense que vous n'avez pas grand chose à faire parce que niveau optimisation, vous y êtes plutôt bien. Voilà, donc c'est pas un environnement de bureau qui va subir beaucoup de mises à jour. Ah, donc
il est stable, voilà, disons qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème que j'ai pu rencontrer après d'une heure d'utilisation. Chaque distribution a eu droit à son heure d'utilisation, et je n'ai eu aucun problème qui n'était pas dû à ce que j'étais en train de faire. Voilà, donc pas de crash vraiment spécifique à, à une... Enfin, non, justement, qui ne serait pas spécifique à une utilisation en VM. Certaines choses, notamment l'utilisation d'une VM, ça peut poser des petits glitches graphiques ou des petites choses comme ça. Mais là, j'en ai eu, justement, mais je savais très bien que ça n'avait rien à voir avec l'installation ou la distribution, mais plus que ça avait quelque chose à voir à mon environnement de test, qui n'était pas sur du hardware réel supporté par la distribution en l'occurrence. Sur ce, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine.